Façon de responsabiliser l'apprenant face à son apprentissage. Maintenant, à toi d'apprendre à partir d'une question ou d'une problématique qui existe. Quand tu sors de ce cours-là, en tout cas, je parle encore pour moi, là, mais tu es beaucoup plus informé, tu es beaucoup plus expérimenté sur c'est quoi l'expérimentation scientifique, la méthode scientifique. C'est le principe, en fait, des études supérieures. Bonjour cher public et bienvenue à ce nouvel épisode de la Rédactase, votre rendez-vous mensuel où nous vous parlons de biochimie, de sciences et de tout ce qui a trait à tout ça. Nous avons aujourd'hui un invité de marque. Nous avons aujourd'hui Philippe Lampron, qui est directeur des laboratoires d'enseignement au département de biochimie et médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Alors Philippe, merci beaucoup de nous avoir honoré de votre présence aujourd'hui. C'est très apprécié. Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez vous présenter en fait qui est Philippe Lampron? Bien, certainement. Tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous pour ce balado-là. Je suis un fan de balado, donc très content d'être derrière le micro. J'en écoute beaucoup, donc pour une première, en participer à un, c'est vraiment pour moi un grand privilège. Donc, bien content d'être avec vous. Effectivement, donc je suis responsable de laboratoire au laboratoire d'enseignement du département de biochimie et médecine moléculaire. Donc, ça fait quand même déjà plusieurs années, environ une dizaine d'années, là, facile que j'ai le poste comme responsable de labo. J'ai commencé, en fait, à mes tout débuts. Initialement, j'ai fait une maîtrise en biologie moléculaire à l'Institut Armand Frappier. Suite à cette maîtrise-là, j'ai eu l'opportunité de démarrer le laboratoire du Dr Pascal Legault, qui est actuellement notre directrice au département. Donc, quand elle est arrivée en 2004, elle avait besoin d'un assistant de recherche. Donc, j'étais tout jeune et je sortais de mes études de deuxième cycle, puis j'étais hyper motivé. Donc, j'avais sauté sur l'occasion là, pour embarquer. Puis moi, j'arrivais de l'UQAM puis de l'Institut Armand Frappier. Fait que c'était vraiment, je connaissais pas du tout l'Université de Montréal. Fait que c'était une première. Puis j'ai embarqué dans son labo en 2004. Puis à partir de 2008, là, j'ai commencé plus à m'intéresser au niveau du laboratoire d'enseignement. Donc je suis devenu coordonnateur de labo, puis maintenant responsable depuis plusieurs années maintenant. Donc on roule cette bosse-là depuis longtemps. C'est ça, cette machine-là roule depuis très longtemps. Là, et exact. puis vous êtes formé à cette lourde tâche-là de former les nouveaux cerveaux du monde de la biochimie, là, qui vont faire des recherches et éventuellement trouver des nouveaux traitements et avancer la science. Là. Donc, cette lourde tâche-là, comment vous l'avez conçue au début? Bien, en fait, initialement, principalement, oui, on travaille pour les cerveaux beaucoup, là, effectivement, mais on travaille aussi pour tout ce qui est les mains et les habiletés techniques en laboratoire, parce qu'évidemment, on est plus orienté sur l'enseignement pratique de la science. Dans le fond, nous, c'est ça, quand on a repris le flambeau de l'ancienne administration du laboratoire d'enseignement, dans le fond, on arrivait 3 jeunes professionnels à reprendre un peu ce qui existait déjà, qui était quand même une base qui était quand même assez incroyable, qui était très bien construite. Mais on voulait y ajouter quand même notre touche un peu plus personnelle. Puis, on a toujours eu la chance d'avoir des professeurs responsables qui sont associés au cours de travaux pratiques qui étaient très ouverts, qui nous ont donné carte blanche pour développer, modifier, ajuster des expériences, puis s'assurer là, qu'on se rapprochait le plus possible de ce qui était actuel sur le marché de l'emploi. Parce qu'on regardait un peu les expériences qui étaient enseignées à l'époque, quand je suis arrivé en 2016 à peu près, dans ce coin-là. Puis il y avait des expériences qui dataient de vraiment longtemps. Là. Les plus récentes références, c'était 1987-88. Là, on était comme... pour nous, c'était pas si loin que ça. Personnellement, pour moi, c'était pas si pire. Mais pour les jeunes générations qui arrivaient dans le labo, là, c'est comme, là, c'est quoi cette référence-là? C'est donc bien vieux. Donc, on s'est dit, OK, déjà d'emblée, partir des références plus anciennes, puis de voir qu'il y a moins de recherche qui se fait dans ce domaine-là, je pense qu'on est dû pour mettre à jour nos expériences. Fait que ça, c'était le premier gros défi, je pense, quand on a commencé. On était 3, dans le fond, à cette époque-là. L'équipe s'est agrandie. Il y a du personnel technique ici qui se sont joints. Fait qu'on a formé une équipe de 5 et 6 même dans une période pour vraiment tout revamper les différentes expériences. Donc, on a commencé principalement avec la première année. C'était des expériences qui étaient plus à la base. Donc, on parlait des 5 grandes macromolécules. Donc, lipides, protéines, glucides, acides nucléiques. Je dis 5, mais en même temps,
Il y en a plus 4. Fait qu'on on partait de ça, puis il avait bâti des expériences un peu à partir de différents organes, que ce soit le thymus de veau, le foie de bœuf ou les cœurs de porc aussi. Donc, il travaillait avec... dans ce cas-ci, ça, c'était quand même intéressant, il travaillait avec la mitochondrie. Donc, les étudiants partaient d'un cœur de porc, faisaient l'extraction des mitochondries. Il y a plusieurs étapes. C'était quand même assez laborieux, là. Puis, à la fin, ils faisaient l'étude de la chaîne de respiration mitochondriale. Puis, il y avait différents inhibiteurs qui étaient utilisés pour voir le transport des électrons par où ils passaient. T'sais. Puis, on était capable, par spectrophotométrie, là, de voir, d'analyser le passage. C'était honnêtement une expérience qui était assez complexe. Puis, ce qui était le plus... qui était comme challengeant, je dirais, c'était toute la manipulation des produits dangereux. Parce qu'il y a certains des inhibiteurs qui étaient à base de produits ultra dangereux, là, hyper toxiques. Là. Même, il y en a un, je pense qu'on ne pouvait pas l'ouvrir en dehors que sous la hotte, puis il fallait avoir ultra protection. Là. Donc, c'était quand même assez dangereux. Puis on se disait, OK, bien, est-ce qu'on a encore besoin de mettre des produits aussi intenses, surtout qu'on a plein de produits de remplacement qui existent maintenant sur le marché qui peuvent faire autant le travail. Fait qu'on a décidé là, d'aller plus vers ces solutions-là, puis de retirer certains des produits dangereux, qui demandaient aussi des fois il fallait avoir des validations par le groupe de santé et sécurité, comme quoi qu'on les utilisait d'une bonne manière. Donc tout ça, ça devenait plus lourd à gérer aussi. Fait qu'on a facilité beaucoup. Fait que première année, ça a été notre premier cours. Par la suite, la deuxième année, bien, on avait déjà un projet de section qui existait, mais on le trouvait un peu... on trouvait que ça n'avait pas de saveur directement, sans trop faire un jeu de mots avec la thématique du projet, là, mais c'était un projet qui était à la base neutre sur une protéine un peu qui avait peu d'histoire. C'était un peu plate à raconter. Fait que là, on voulait trouver une histoire qui permettait aux étudiants même d'en connaître un petit peu sur eux, en tout cas du moins sur une partie de leur génétique, pour le gène le récepteur à l'amertume. Puis ça, c'est un gène qui est quand même assez populaire, donc c'était facile à trouver au niveau de la littérature des informations là-dessus. Fait qu'on a commencé à fouiller. On s'est dit, OK, on va designer un projet de session pour ça. Puis, dans le fond, les étudiants vont commencer au début, tester, voir s'ils sont des goûteurs forts ou des goûteurs faibles par rapport à l'amertume. Puis, vous rappelez-vous de vos résultats quand vous l'avez fait? Ouais. Toi, Anaël, t'étais... J'étais goûteur fort quand même, là. Okay. Je me souviens, oui, c'était... J'en ai mis une fois, j'étais comme, au début, je sentais rien, et... Au fur et à mesure, ça devenait de plus en plus amer. J'ai fait, ouais, non, laisse tomber, j'arrête. C'était vraiment... La détection était bel et bien là. Et toi, Gabrielle? Ouais, moi aussi, je me souviens, j'ai goûté le papier. C'était vraiment pas bon. J'étais bon. C'est sûr que je goûte beaucoup parce que... À côté de moi, il y avait ma partenaire de lab. Elle était genre, mais ça goûte rien. Ça goûte juste le papier. Il y en a gros qui font juste, OK, non, je sens rien. Puis l'amertume, c'est spécial parce qu'on le sent beaucoup dans le fond de la langue. Là. Les récepteurs sont principalement situés là. Puis, c'est ça. Fait que c'était variable d'une personne à l'autre. Fait que c'est ça qui était le fun aussi de voir ces différences-là. Puis de dire, est-ce qu'on est capable de faire correspondre le phénotype là, de la détection avec le génotype? Puis, dans le fond, dans le cas de ce gène-là, on sait, sans trop rentrer dans la science, là, mais on sait qu'il y a 3 SNP qui sont bien responsables de cette détection-là. Puis, il y a des variations entre les individus. Fait que c'était le fun de dire aux étudiants, vous allez partir de votre propre matériel génétique, on va aller voir ce qui se passe au niveau de vos SNP, c'est quoi votre séquence, c'est quoi votre génotype, puis après ça, on va voir si ça fait un lien avec le fait que vous détectez ou pas l'amertume. Fait que ça, c'est fascinant. Puis là, je vous annonce que le groupe à Ritchie de cette année, ils ont probablement goûté encore plus parce que les bandelettes qu'on avait commençaient à dater quand on vous les a données. Là, fait que sûrement que vous goûteriez les nouvelles, puis vous feriez « Oh my God, OK, là, vous les détecteriez encore plus. » Là. Ils sont rendus encore... Ils sont rendus encore plus forts. Ils sont plus forts, oui, c'est ça. Pour ceux qui sont à la maison, il y a eu beaucoup de termes, en fait, qui ont capté un peu notre attention. Là, premièrement, ils ont parlé de SNP. Philippe a parlé de SNP. Ça, c'est des nucléotides des polymorphismes à un nucléotide. Donc, vous avez la séquence du gène dans l'ADN et certains nucléotides sont changés pour d'autres. Il y a des variations dans ces nucléotides-là, ce qui fait que la protéine, au final, qui est obtenue avec ce gène est différente et s'exprime différemment, ce qui donne une fonction qui est modulée, en fait, d'une certaine façon. Ce qui fait que, par exemple, pour le gène dont on parle du récepteur de l'amertume qui est sur la langue, il y a certaines personnes qui ont un SNP, justement, qui leur permet d'avoir une réception très forte de l'amertume. Donc, ils sont très sensibles à la molécule qui est celle de l'amertume, alors que pour d'autres personnes, leur SNP inhibe complètement la perception du goût. Et pour eux, t'en prends 5 ou 3 papiers comme ça,
qui ont cette molécule de l'amertume-là, ils vont jamais rien sentir. Jamais. Je connais plusieurs qui étaient comme ça, là. Et, ouais. C'est souvent des gens qui sont fans de choux de Bruxelles ou de brocoli, là. Qui feront pas de grimace, là, quand ils vont prendre ça. Des tisanes de grand-mère aussi. Aussi. Sinon, ouais, c'est ça. C'est l'expression, il y a ce qu'on appelle le phénotype, qui est le fait de goûter l'amertume. C'est un phénotype qui est l'expression visible de ce qui se passe au niveau moléculaire, au niveau de l'ADN. Si tu as le phénotype de quelqu'un qui goûte fort l'amertume, ce qui va se passer au niveau physique, c'est que quand tu vas le goûter, tu vas le goûter très fort, tu vas être très sensible. Donc, tu as un fort phénotype. Là, le génotype, c'est ce qui se passe au niveau moléculaire. C'est-à-dire, tantôt, j'ai parlé des SNP, donc de chaque... vous me corrigez si j'ai tort aussi, hein, mais de chaque... des nucléotides qui sont modifiés dans la séquence, ce qui fait que pour le gène en question, il y a une certaine combinaison. Donc, au niveau génétique, tu as un génotype qui est associé à un phénotype. Donc, ce qui veut dire que pour les personnes qui ne sont pas goûteurs, la plupart du temps, ils auront tendance à avoir un génotype de goûteur faible ou de pas goûteur du tout, ce qui s'exprime par le fait qu'au niveau du phénotype, ils ne goûtent pas d'amertume. On parlait des mitochondries qui étaient donc la centrale énergétique de la cellule et la chaîne de transport d'électrons dont Philippe parlait tantôt. Imaginez un bus dans la mitochondrie qui collecte une multitude d'électrons. Et ces électrons-là, justement, ils vont vers la centrale et dans cette centrale, elle va pouvoir convertir ces électrons en énergie. Donc, c'est un peu ça la chaîne de transport d'électrons. Est-ce que c'est assez clair comme métaphore? Oui. Okay, correct. J'approuve. Ça fait plein de sens. C'est parfait. Oui. Approve. Donc, merci beaucoup. Donc, pour revenir au sujet un peu des laboratoires de recherche, donc, si je comprends bien, c'était beaucoup de pratiques plus ou moins dangereuses qui n'étaient plus vraiment actuelles. Donc, vous avez commencé à les mettre à jour. Ça a dû être beaucoup de travail, j'imagine, là, dès le départ, beaucoup de revoir tout ce programme-là pour les 3 années du programme, pour comme faire surtout le projet de session, ça, pour les 2e années aussi. Donc, ils doivent revoir tout le programme de la perception de l'amertume. Donc là, de notre expérience, c'était utiliser notre propre génome pour voir c'était quoi notre génotype par rapport au phénotype qu'on avait. Donc, ça a dû être très, 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 très laborieux. Là, il a fallu... C'était quoi le processus, en fait, pour comme, arriver à l'étape finale du protocole avec le matériel qui est tout prêt? En fait, c'est ça, on a dû y aller à la pièce, si on veut, à chaque expérience une à la fois. Puis c'est sûr que, au laboratoire d'enseignement, on navigue, là, on se plaît à dire que c'est comme un énorme bateau qui doit arriver à bon port. Puis il y en a beaucoup de monde qui nous suivent, tous les étudiants, le personnel environnant aussi. Fait que s'assurer que quand on implémente un changement comme ça, dans un contexte de gestion de changement, que tout le monde peut bien suivre, là, puis se rendre jusqu'au bout, là. Donc, on le fait progressivement. Il faut vraiment y aller une expérience à la fois. C'est sûr qu'on profite beaucoup de la période estivale, là, qui est plus tranquille pour nous à l'université. Dans le fond, on a les sessions d'automne, d'hiver et d'été qui se terminent à la mi-juin. Fait que, à partir de la mi-juin à la mi-août, on a quand même 2 mois où il y a des vacances, mais il y a aussi du travail de développement qui est fait. Puis, en parallèle aussi, quand il y a des pauses dans les sessions, on essaie de concentrer un peu plus le travail là-dessus. Donc, le but, c'est ça, c'est d'y aller une expérience à la fois. Une année aussi à la fois. Dans le fond, on a commencé plus par le BCM 1521, qui est le cours de première année. Celui-là, on avait 5 expériences au programme, fait que on a revampé les 5. Il y en a une qui est similaire à ce qui existait dans le temps, mais qu'on a bonifié. Des fois, c'est juste peut-être de changer un produit, ajuster avec un autre réactif qui est un peu plus récent, comme au lieu d'utiliser la radioactivité, on va utiliser la fluorescence. Donc, on modernise de cette façon-là, mais on garde quand même le principe de base. 2e année, c'est ça, ça a été tout le système modèle, le thème qui a changé. Fait que ça aussi, on l'a pris d'une shot, là. On a fait vraiment toute la modernisation, puis on a eu un groupe pilote là, dans une session. Ça a bien tombé parce que c'est un groupe qui est un peu moins nombreux, puis aussi une question d'essai aussi avec un petit nombre, là. Ça nous aide à s'assurer que ça va bien passer quand on arrive après ça dans le réel, avec un grand groupe, là. Fait que 2e année, ça s'est fait en une session, puis après ça, ce cours-là, il revient à chaque année. Fait qu'on avait un petit peu plus le temps de faire des ajustements, des modifications, parce qu'on avait une année entre chaque cohorte là, qui était donnée. Puis 3e année, bien là, on est allé plus
aussi, encore une fois, une expérience à la fois, mais ça a été de regarder c'est quoi les gros highlights sur le marché, qu'est-ce qui est très plus, je dirais, nec plus ultra pour les technologies. Puis là, encore une fois, là, on a fait différents tests. Ce qui est drôle, c'est que moi, quand je suis arrivé, en fait, au département, après mon poste comme assistant de recherche, quand j'ai travaillé comme coordonnateur de laboratoire, une de mes tâches était de faire du transfert technologique, donc de moderniser les expériences qui étaient données au laboratoire d'enseignement. Fait que tu avais des gens qui s'occupaient des opérations, là, un peu le day-to-day, donc s'assurer que les inscriptions, ça fonctionne, les absences, les évaluations, des choses comme ça. Puis moi, ben, j'étais vraiment plus comme dédié développement. Fait que tu sais, j'arrivais un peu d'un background scientifique, fait que j'avais quand même aussi un regard plus global, puis je connaissais aussi un peu les professeurs-chercheurs de l'université. Fait que j'étais du département plus spécifiquement, fait que j'étais plus à même d'établir des collaborations avec eux puis de dire, OK, dans votre labo, vous utilisez la fluorescence, pensez-vous qu'on pourrait partir d'un de vos projets de recherche puis de designer une expérience pour des étudiants de premier cycle, t'sais. Fait que c'est comme ça qu'a émergé des fois différentes idées. Là. Dans le fond, on était ensemble pour brainstormer, mais on est allé aussi vers les professeurs qui, eux, ont beaucoup de matériel dans leur projet de recherche. Là. Puis là, on a, de fil en aiguille, fait évoluer ça jusqu'à ce qu'on ait un format qui était comme pleinement satisfaisant, que là, on roule, mais qu'on modifie aussi, mais de manière un peu plus épisodique, là, plus ponctuelle. De temps en temps, on dit, OK, bon, cette expérience-là, on pourrait peut-être la booster, donner peut-être une tournure un peu plus, là, avec l'intelligence artificielle, on regarde ça aussi. Cette expérience-là, on pourrait peut-être utiliser une façon électronique de déterminer les séquences, par exemple. Fait que, tranquillement, on se tourne vers ça. Puis là, on veut essayer la nouveauté, là, ce qui s'en vient, primeur. En troisième année, cahier de laboratoire électronique. Donc, plus besoin de tenue de cahier papier, d'écrire dans un cahier papier. On va mettre ça sur une interface en ligne qui permet de gérer des protocoles, des séquences, tout rassembler l'information. Il nous reste juste à faire quelques tests là, pour voir si ça fonctionne bien. Là, mais ça va être quelque chose de super intéressant pour les étudiants de troisième année. Fait que ça va être, c'est ce qui s'en vient là. Dans les prochains mois, là, on travaille sur ça. C'est sûr que ça serait le fun d'avoir un cahier électronique. Je sais que ça peut prendre beaucoup de temps d'écrire dans notre cahier. À la maison, on est là, OK, mon schéma, il faut que je le termine. Exact. Mais c'est intéressant de voir que vous êtes allé aussi voir des professeurs ou des chercheurs pour avoir de leurs idées. Mais est-ce qu'il y a certains défis ou des trucs plus obscurs qui viennent avec le développement d'un nouveau projet, justement, pour le laboratoire d'enseignement qu'on n'est pas au courant en tant qu'étudiant? Bien, oui, c'est sûr. En fait, il y a toute la validation des protocoles qu'on va soumettre. Là. Tu sais, par exemple, quand on a travaillé avec votre propre matériel génétique pour le cours du gène de l'amertume, il fallait quand même s'assurer que, éthiquement parlant, on était correct aussi de vous faire travailler avec votre propre ADN, puis que ça n'avait pas une trop grande incidence sur une information qui aurait pu révéler des trucs un peu plus graves, d'importants au niveau de la santé, par exemple. Donc, on ne serait pas allé nécessairement vous faire travailler sur un gène qui est peut-être responsable indirectement d'une incidence plus grande pour développer la maladie d'Alzheimer précoce, comme par exemple. Parce que là, ça devient un peu touché dans un contexte d'enseignement, puis c'est pas le but nécessairement. Et c'est aussi la raison pour laquelle, au début de la session, on le mentionne, que vous n'êtes pas obligé de travailler avec votre propre matériel si vous ne voulez pas nécessairement avoir cette information-là. On fait le cours quand même, il n'y a aucune pénalisation qu'il va y avoir au niveau des notes ou des évaluations, parce que l'objectif, en fait, c'est d'apprendre. Puis, il y a tout le côté éthique aussi avec l'utilisation de ce qu'on en fait. Fait que ça, je dirais que c'est un côté, des fois, qu'il fallait faire un peu attention, de dire, OK, si on ressort un peu de la limite, mais jusqu'où on peut aller jouer avec ça. Le projet en apprentissage par problème en troisième année là, sur l'édition de génome avec CRISPR-Cas9, c'est un projet quand même qui est d'envergure, qui est très d'actualité, mais qu'il faut faire aussi attention parce que d'un point de vue éthique, on change l'ADN. Là, on vient introduire des morceaux différents, on vient changer le génome d'une cellule, tout son matériel génétique est modifié. Donc là, on le fait de manière plus, je dirais peut-être un peu plus ludique en disant on va rendre une protéine fluorescente à l'intérieur d'une cellule, mais c'est quand même touché. Là, on ne pourrait pas commencer à décider de modifier, par exemple, dans un statut d'embryon. Il y a beaucoup de notions d'éthique, il faut faire attention. Fait qu'il faut quand même avoir cet angle de vue-là aussi quand on va designer une expérience. Oui, ça ajoute un point de vue qu'on n'avait même pas remarqué avant. C'est les implications éthiques de ce qu'on fait, là, surtout
avec la modification génétique, le séquençage génétique, tout ça. C'est un sujet qui est très... c'est large, c'est vaste, c'est ça. Puis ça touche des fois à beaucoup de notions de bioéthique. Mais je pense même que dans un des cours de bioéthique que vous avez, il y a des thématiques qui sont reliées à ça, là, comme la technologie CRISPR. Il y a d'autres volets aussi. Fait que nous, on essaie quand même de s'en tenir dans un contexte que c'est intéressant pour apprendre. C'est genre au fait de l'actualité, mais ça ne vient pas non plus compromettre là, des données aussi ou révéler des informations qu'on ne veut pas nécessairement savoir. Là. Très cool, très cool. C'est très, très bien pensé aussi, là, de penser à tous les aspects que ça peut impacter une expérience. J'ai bien aimé l'APP, ça c'est mon expérience personnelle, mais si on peut avoir une explication de c'est quoi une APP, parce que c'est quelque chose que je pense qui devrait exister un peu plus, même à un niveau beaucoup plus primitif dans l'apprentissage en biochimie. Tout à fait. Ça devrait être vraiment présent. Donc, c'est quoi un peu, expliquez-nous, c'est quoi l'APP un peu? Oui, donc l'approche APP, c'est l'acronyme d'apprentissage par problème. En fait, c'est une stratégie d'enseignement qui existe depuis quand même pas plusieurs années. Là, donc, les gens qui ont travaillé beaucoup, fait de la recherche en pédagogie, c'est en fait une façon de responsabiliser l'apprenant face à son apprentissage. Donc, lui donner lui-même l'ensemble des outils, des ressources qui existent, puis lui dire, maintenant, à toi d'apprendre à partir d'une question ou d'une problématique qui existe. Fait que je vais poser un problème avec une mise en contexte, mise en situation, puis je vais te poser une question face à ce problème-là, puis la façon dont le programme a été pensé, bien, ça va t'amener à apprendre plein de notions différentes. Donc, tu vas franchir un objectif à la fois progressivement, puis cette situation-là, problématique-là, va t'amener des notions au fur et à mesure que tu vas résoudre. Puis à la fin de cette résolution de problème-là, mais tu vas avoir appris plein de notions différentes en sciences. Puis c'est maintenant un modèle qui est hyper gros utilisé, même en faculté de médecine. En fait, le programme de médecine est designé qu'en APP. Ils ont même maintenant des salles en APP qui ressemblent un peu à la salle actuelle, là, où tu as des gens avec un gros écran de télévision, sont en petites équipes, là, 7, 8, 10 étudiants, puis ils vont échanger sur un problème, sur une situation. Puis c'est comme ça que les notions vont s'intégrer. Donc, c'est plus tant une personne qui est en magistral, qui est le grand connaissant, qui va transmettre ses connaissances. C'est vraiment responsabiliser les étudiants face à leurs apprentissages. Puis je pense que c'est une des façons qui marche le mieux que juste du magistral. Puis je pense qu'il faut vraiment on est dû, je pense, pour moderniser encore plus. C'est pour ça qu'au niveau pratique, on trouvait ça important au moins d'aller toucher à cette approche d'enseignement-là aussi. Puis là, ce qui est le fun, c'est que dans le fond, on peut réfléchir à un protocole. Fait que tout au long de la session, les étudiants apprennent à créer eux-mêmes un protocole avec différents objectifs. Donc, sur 7 semaines, il y a 7 objectifs. Chaque objectif amène une information nouvelle où les étudiants vont creuser, pousser. Puis c'est un travail d'équipe. Donc, on a des équipes de 6 à 8 personnes, puis chaque personne se répartit le travail. Dire, OK, Anaël, tu vas chercher sur tel volet. Gabriella, tu vas prendre ce volet-là, puis tu vas nous revenir avec certaines hypothèses, par exemple. Puis, au fur et à mesure de la réflexion, bien, le protocole se construit, puis chaque membre de l'équipe contribue à une partie de ce protocole-là, même à l'enrichir. T'sais. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir pu intégrer ça dans un contexte de travaux pratiques parce qu'une fois que le protocole est établi suite à la résolution du problème, bien là, on l'applique en labo. Donc, à la fin de la session, on met tout en pratique et là, c'est le fruit du travail des étudiants. Puis ce qui m'impressionne à chaque fois, à tout coup, c'est de voir la maîtrise du protocole de la part des étudiants. Donc, ils arrivent en labo, c'est eux-mêmes qui l'ont créé. C'est hyper facile. Puis la plupart du temps, là, nous, comme enseignants ou quelqu'un qui tient juste, on est comme en backstage, comme je dis, là, puis on ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'y a pas de questions. Les étudiants savent où ils s'en vont, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Ils ont dit « Ah oui, on va faire tel ajustement ». Même qu'ils ont réfléchi, ils arrivent le matin même « Hey gang, on fait un petit changement au niveau de tel calcul, j'ai réalisé telle affaire ». Fait que nous, en fait, je dirais que c'est l'apogée de l'enseignant qui fait comme « Wow, le résultat est là », puis c'est aussi payant que tous les jeudis aux 2 semaines, là. Mais même plus. Oui, c'est très, très, très payant, là. Et puis, à mon expérience personnelle, c'est que tu arrives là-bas, non seulement tu apprends plus facilement la matière et tu l'internalises beaucoup plus vite, t'es mis à la place du spécialiste et
on te jette dans ce niveau-là où là, tu dois penser à différents aspects auxquels tu ne penses pas directement quand on t'enseigne le cours. Quand on t'enseigne le cours, tu es assis et le professeur ou l'enseignant te donne la matière directement à la cuillère, directement dans la bouche. Et toi, tu réfléchis pas. Tu fais juste surligner, écouter. Et ça, c'est encore si on écoute. Sauf que là, on est obligé de participer. On est comme obligé d'y être. Là. Tu es obligé de prendre part activement à ce qui est fait. Et là, quand tu fais le protocole, c'est que, oh, j'ai oublié de faire ça. Je pense que je devrais l'écrire. Quand tu relis ton protocole, tu es comme, oh, il y a quelque chose qui manque ici, je pense, parce qu'il faudrait faire ça. Et là, quand tu vois que ça n'a pas marché, tu es un peu déçu, mais tu sais pourquoi ça n'a pas marché, parce que tu avais déjà ces certitudes-là au début. Et ça fait de toi quelqu'un de plus... Quand tu sors de ce cours-là, en tout cas, je parle encore pour moi, là, mais tu es beaucoup plus informé, tu es beaucoup plus expérimenté sur c'est quoi l'expérimentation scientifique, la méthode scientifique aussi. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis, Anaël, parce que l'objectif, en fait, de ce projet-là, c'est d'être partie intégrante de toutes les étapes de création d'une expérience scientifique. Donc, en créant le protocole, la réflexion commence en amont et non juste dans l'application du protocole. Puis ça fait toute la différence. Puis c'est le principe, en fait, des études supérieures. Donc, quand on commence à la maîtrise ou au doctorat, c'est ce vers quoi les étudiants font face. Là. C'est de partir d'une pile de littérature, d'articles scientifiques, puis de ressortir l'importance des résultats, puis après ça, de générer des nouvelles hypothèses, puis de faire des protocoles pour répondre à ces hypothèses-là. Fait que, tu sais, c'est énormément de réflexion, puis c'est peut-être la chose qu'on voyait le moins dans l'enseignement au baccalauréat parce que on vous donnait un peu plus à la cuillère ce qui devait être vu, être appris. Mais c'est correct aussi parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui est important d'acquérir là, quand on est en labo. Donc, il y a des techniques, puis d'ajouter en plus toute la réflexion quand on ne comprend pas encore nécessairement comment manipuler toutes les affaires. Ça fait beaucoup, là. Fait que je pense qu'on y va progressivement. Mais c'est pour ça qu'en troisième année, ça valait le coup d'y aller vers une approche plus d'autonomie en labo comme ça. Puis en fait, savez-vous ce qui a fait naître le projet d'apprentissage par problème en troisième année? Non. Vraiment. En fait, c'est vous, les étudiants, mais c'est vos prédécesseurs qui nous ont parlé dans les évaluations de cours, là, quand on donne l'appréciation du cours à la fin de la session, puis qu'on vous demande votre feedback, on prend le pouls de comment vous l'avez vécu. Ils nous ont dit, cours de troisième année, on arrive souvent, on a fait notre stage obligatoire, on est comme, tu sais, on a participé durant notre stage à plein de nouvelles expériences, on était autonome, notre superviseur, des fois, il était même pas là, il prenait congé, il nous laissait tout seul dans le labo, on faisait ce qu'on voulait. Pas juste ce qu'on voulait, mais tu sais, on était libre de faire nos expériences, d'organiser notre temps. Puis là, il arrivait en TP3, troisième année, puis il trouvait ça plate. Honnêtement, c'était le mot qui ressortait, c'était démotivant parce que encore une recette qu'on applique, puis on est encore trop pris par la main. Fait que là, on a dit, OK, c'est bon. Là, on veut quand même augmenter le niveau parce qu'on veut des nouvelles expériences plus high-tech, plus avec des expertises plus complexes. Mais on voulait aussi développer l'autonomie. Fait que là, on a dit, OK, let's go. On se lance dans un volet, à peu près 30% du cours, qui est le volet du développement d'autonomie avec l'apprentissage par problème. Fait qu'on a répondu un peu à ce commentaire-là de cette façon-là. Puis moi, c'est toujours une approche que j'ai préconisée sur le labo d'enseignement de constamment rester à l'écoute de notre base, là. T'sais, on est là pour les étudiants, on est là pour vous. Puis c'est essentiel, je pense, pour réussir notre travail en bout de ligne, qu'on soit à l'écoute de ce que vous avez à dire. Puis ça va continuer d'exister. Il y en a pour qui il se fie un peu moins à ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est toujours en avant-plan, d'avoir le retour, puis après ça, de dire, OK, je pense qu'on peut aussi apprendre de votre expérience pour la rendre encore plus riche pour la suite, puis pour les autres. Oui, je suis totalement d'accord avec la partie où l'expérience étudiante est importante là, pour créer quelque chose de plus... de plus approprié, surtout aussi sur le marché du travail. Je veux dire, les personnes qui sont sur le marché du travail ne vont pas vouloir de personnes qui n'ont pas une expertise un peu plus liée à ce qui se passe, à la réalité actuelle. Donc, c'est pour ça aussi que j'imagine que les laboratoires d'enseignement, surtout à l'Université de Montréal, essayent de se rapprocher beaucoup plus de cette réalité professionnelle-là. Donc, puis on essaie aussi de rester un peu à l'écoute des gens aussi qui sont dans le domaine. Tu sais, nous, on garde le plus possible contact avec nos diplômés.
La plateforme LinkedIn nous aide là, pour ça, là, pour avoir contact, savoir où ils sont rendus où. Puis même, des fois, les recontacter, de dire « OK, bien, je vois que tu es rendu, je sais pas moi, en sciences médico-légales. Y a-t-il des expériences intéressantes que vous faites, que vous voyez qu'il y a un potentiel d'application au premier cycle? » Pour se garder toujours un petit peu plus, se maintenir au top là, le plus possible de ce qu'on peut enseigner. T'sais. Puis même, des fois, on pousse l'audace plus que ça. On va même voir dans les autres programmes de l'Université de Montréal, mais aussi dans les autres programmes de biochimie de d'autres universités au Québec. Là. Même des fois, on regarde un peu même ce qui se fait à l'étranger, là, chez nos cousins français de l'autre côté de l'Atlantique. On va des fois aussi voir un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs. Pas tant pour être en compétition, mais plus pour dire, OK, est-ce qu'on est encore aussi dans un niveau qui est acceptable par rapport à ce qu'on peut faire? Puis, tu sais, ça a donné lieu des fois même avec des collaborations. Là, justement, il y a peut-être 2 ans environ, à l'Université de Sherbrooke, il démarrait un laboratoire d'enseignement pour un autre département qui n'était pas... c'était géographie, si je me rappelle bien. Donc, c'est pas nécessairement directement relié à la biochimie, mais la personne, tu sais, était en charge de monter, développer ça. Fait que toute l'infrastructure... l'organisation, la gestion, la logistique d'un laboratoire d'enseignement, c'est mobiliser des intervenants, des auxiliaires, faire que tout le monde se parle aussi entre eux. Il y a beaucoup de choses à savoir là-dedans. Fait que moi, j'avais participé, il y a quelqu'un qui m'avait contacté via LinkedIn là, parce qu'il a vu mon titre et il a dit « Ah, peut-être que ce gars-là, il pourrait m'aider pour que je puisse avoir des ressources. » Fait que j'avais fait... le gars, il était descendu de Sherbrooke. On avait fait comme une journée ensemble de... comment concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Puis on avait même partagé des outils. Moi, j'avais dit, mais regarde, moi, j'ai aucun problème. Si tu veux t'inspirer de certaines façons d'évaluation qu'on a, nous, on fonctionne de telle façon. Puis il était reparti vraiment content, super enchanté de ça. Puis suite à ça, dans le fond, lui, il m'avait recontacté. Puis il a dit, ah, regarde, nous, on a développé ça, on a eu telle idée. Puis le retour d'ascenseur est venu. Là, il nous a partagé aussi ses outils. Fait que nous, on a pu bonifier ce qu'on avait. Fait que, c'est jamais perdu là, d'entrer en collaboration avec d'autres comme ça aussi. Puis je le vois beaucoup avec le programme de microbio aussi à l'époque, quand il y a eu la pandémie qui est arrivée. Là, c'est sûr que ça a créé un gros mouvement de solidarité. Là. Tout le monde se disait, OK, on se réunit ensemble, puis on va essayer de trouver des meilleures façons d'enseigner malgré ce qui nous tombe dessus. Puis bon, l'arrivée de Teams, de Zoom, puis de précipiter ça, puis comment en labo pratique on peut faire en sorte que ça marche quand même. Là. Mais tu sais, c'était plus difficile, là, je dirais, là, mais en microbio, je me rappelle avoir parlé avec une des coordonnatrices de laboratoire, puis de dire OK, ouais, vous essayez ça comme ça. On a même eu des simulations virtuelles de pipettage. Là. Fait qu'on avait un genre de logiciel qui s'appelait Labster, je me rappelle. Puis, dans le fond, tu voyais les gens... en fait, les étudiants se pratiquaient à pipeter quasiment comme en réalité virtuelle. Là. Fait qu'au préalable, on leur faisait pratiquer chez eux avec cette petite vidéo-là ou cette petite animation jeu-là. Puis après ça, arrivant en labo, puis... il y avait peut-être une petite idée là, de comment ça peut marcher parce qu'on n'avait pas autant de temps qu'on en avait en temps régulier. Là. Ça a été tout un ajustement. La période de pandémie, là, j'y retournerai pas. Ça a été comme très formateur. Mais assez que ça nous a donné l'idée, suite à ça, pendant l'été, là, d'enregistrer toutes les expériences. Fait qu'on les faisait nous-mêmes, puis on était filmés pendant qu'on les faisait. Puis on animait un peu comme une émission de cuisine à la Ricardo. Puis on disait, là, maintenant, nous allons centrifuger pendant 10 minutes à 15 000 G. Puis là, on s'en allait à la centrifugeuse, on mettait ça. Puis on avait fait du meilleur que j'étais capable, un mini-montage de tout ça. Puis la capsule vidéo était envoyée à tous les étudiants sur Studium avant le cours. Fait que ça permettait aux étudiants de se rassurer sur les étapes qu'ils avaient à faire. Puis c'est surtout aussi que pendant la pandémie, ils manipulaient tout seuls. Il n'y avait plus d'équipe de 2, là. Fait que c'était individuel de A à Z, là, autant pour le labo que la rédaction de travaux, parce qu'on ne pouvait pas à cause de la distanciation. Puis à ce moment-là, dans le fond, ça rassurait les étudiants de dire « OK, j'ai vu toutes les étapes. OK. » Puis il y en a qui sont plus visuels aussi, fait que ça les rassurait de « Il va y avoir ça. OK, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, finalement. » Plutôt que juste de lire un protocole puis faire « Et là, ça va ressembler à quoi cette affaire-là? » Fait que ça concrétisait un peu plus, là. Mais c'est surtout ça aussi avec les protocoles là, en général, même pas juste avec la pandémie là, en général, quand tu vois le protocole et que tu n'as pas beaucoup d'expérience dans c'est quoi un protocole, à quoi chaque étape sert, tu vois juste une suite d'étapes comme une recette de cuisine, sauf que là, tu ne sais pas exactement ce que tu fais. Et je prends l'exemple de biochimie, on a comme des Eppendorf avec de l'eau
des liquides transparents. La moitié du temps, tu sais pas ce qui se passe. Là, t'es comme, est-ce que ça marche, ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je dois le centrifuger maintenant? Je dois verser ce qui a été centrifugé et refaire encore la même chose. Et encore, c'est un peu... C'est très abstrait. Oui. Et du coup, d'où ma question, comment on fait un protocole? Comment vous faites un protocole au laboratoire d'enseignement quand vous avez une nouvelle expérience que vous voulez implémenter ou ajouter au programme? Genre, j'imagine ça part d'une idée de, OK, ça va être quoi l'objectif de ce laboratoire? Mais après, pour faire ce protocole-là lié à cet objectif, comment vous faites? C'est sûr qu'à la base, on part de quelque chose qui existe déjà. C'est un peu le principe aussi, on regarde qu'est-ce qui se fait au niveau des protocoles, j'allais dire sur le marché, mais plus au niveau de la science, donc dans la littérature scientifique. Puis, dans le fond, on regarde l'expérience qui pourrait le mieux répondre à l'objectif qu'on a ou à l'hypothèse qu'on a. Fait que si c'est, par exemple, montrer... Nous, c'est sûr qu'en enseignement, il y a un volet pédagogique qui est important. Donc, que les étudiants puissent se familiariser avec une technique d'électrophorèse, par exemple, une technique de séparation de molécules. Là, des fois, c'est quelque chose que... Là, on va aller chercher, mettons, des articles scientifiques qui sont plus orientés vers cette expérience-là. Donc, on va designer la technique, on va partir de ce qui existe déjà, puis on va l'adapter en fonction d'un laboratoire d'enseignement. C'est souvent, je dirais, le gros défi là, dans l'enseignement, c'est la gestion du nombre. Vous êtes quand même nombreux au niveau des laboratoires. On veut donner la chance à tout le monde de manipuler des choses aussi, puis pas juste observer des gens qui manipulent, parce qu'il y a certains programmes où c'est beaucoup ça aussi, où ils vont pas nécessairement... Nous, on a quand même un privilège, c'est d'accéder à des ressources qui sont super intéressantes. On a des équipements, on a des instruments. Donc, ça permet aux étudiants de vraiment être sur le terrain, de manipuler directement ces instruments-là. Donc, c'est ça. Nous, c'est de s'assurer, en fonction de ce qui existe déjà, des équipements qui sont disponibles aussi au laboratoire d'enseignement, de faire un protocole qui va répondre à un objectif précis. Fait que, première année, plus les techniques de base. Deuxième année, on augmente un petit peu le niveau. Troisième année, là, on va chercher des appareils un peu plus sophistiqués. Fait qu'on a des instruments plus spécialisés, là, qui vont demander un peu plus de temps aussi. C'est pour ça aussi que les cours de TP augmentent en temps, là. Première année, c'est une demi-journée à une journée max. Deuxième année, c'est une journée pleine. Puis troisième année, c'est 2 journées pleines par semaine. Donc, c'est sûr que ça vient bonifier. Fait que là, ça vient aussi influencer le type de protocole qu'on va construire, là. Ça répond-tu bien quand même un peu à la question? Oui, beaucoup, surtout sur la longueur du protocole et tout. L'explication aussi, c'est un rapport aussi avec l'APP au final, parce que en troisième année, là, tu te contentes plus de suivre un protocole, tu vas jusqu'à en créer un et à comprendre pourquoi est-ce que dans un laboratoire d'enseignement, on mettait dans les protocoles qu'on faisait, on avait comme une étape de centrifugation, l'autre où on doit comme vider le filtrat, surtout quand tu as des colonnes de filtre, là, et tu dois ajouter après un autre liquide, refaire la même chose pour comme... C'est beaucoup de compréhension de, OK, à quoi servent ces étapes? Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pourquoi est-ce que je suis obligé de faire ça? Pourquoi ça prend autant de temps? C'est quoi le principe derrière qui comme finit par être un peu plus clair quand tu fais un protocole toi-même, là aussi? Oui, parce que chaque étape a son sens d'être, là, sa raison d'être. En fait, là, c'est pas pour rien là, que tu vas, mettons, faire des étapes supplémentaires de centrifugation à la fin d'une purification. Fait que, comme tu le dis, il y a toujours comme une raison en arrière de chacune des étapes. Puis c'est un peu l'objectif aussi au labo d'enseignement de s'assurer que les étudiants comprennent bien pourquoi on fait ça. C'est pas juste OK, parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a quelque chose qui justifie. Puis c'est un peu le niveau de compréhension qu'on veut aller travailler avec les étudiants pour que ce soit pas juste on applique des étapes puis ça donne un résultat. On veut juste comprendre en arrière, mais j'ai fait ça parce que si je veux séparer telle molécule, ben sa propriété physico-chimique me permet de la séparer sous telle base. Donc, je vais chauffer puis je vais être capable de l'isoler parce qu'elle est thermorésistante, par exemple. Ça, c'est un exemple. Fait que c'est d'intégrer un peu la compréhension de la science à travers des étapes d'expérience. Puis c'est vrai que ça me fait sourire ce que tu disais. On est dans des épindoffs avec des petits liquides, c'est de l'eau. Il faut tellement avoir confiance en ce qu'on fait. Il faut y croire. Il faut juste dire, il doit y avoir de l'ADN là-dedans, je le souhaite. Même quand à la fin, on fait, par exemple, sécher le culot d'ADN, le petit truc d'ADN dans le fond du tube, on le voit
absolument pas, là. Fait que là, tu dis, j'imagine qu'il y a de l'ADN au fond de ce tube-là, je le souhaite, puis au final, le résultat, quand ça fonctionne, il y a quand même une grande satisfaction parce que c'est tout le temps des méthodes indirectes, là. C'est jamais très, très visuel, là. Mis à part quand on rajoute de la couleur, là, le reste du temps, on se croise les doigts pour que ça ait marché, là. Tout à fait. C'est un peu, tu vas voir le démo, t'es comme, est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Je sais correct, pas, ouais, c'est la première fois que tu le fais. Puis justement, ça fait quelques fois qu'on mentionne les auxiliaires puis les mots. Je me demandais, c'est quoi le processus de soit les trouver ou les former, puis c'est quoi leur travail un peu, comment ils se rendent là? C'est une super bonne question, honnêtement. En fait, ce qui fait tenir le laboratoire d'enseignement, là, c'est l'équipe de soutien, là, mais il y a toutes les équipes d'auxiliaires d'enseignement qui sont là. En fait, pour eux, c'est comme une expérience d'enseignement. Donc, c'est pour eux aussi une façon d'apprendre à transférer leurs connaissances. Fait que, c'est hyper valorisant pour eux d'être sur le terrain. Ça fait aussi partie de leur formation là, de cycle supérieur. Puis, l'objectif, en fait, c'est d'avoir des gens qui maîtrisent quand même les techniques qui sont enseignées spécifiquement. Fait que, dans le fond, tout étudiant qui est inscrit à la maîtrise ou au doctorat est éligible à donner une charge auxiliaire d'enseignement. L'objectif, en fait, c'est on va faire un appel de candidature. Donc, comme on fait un affichage d'un emploi, c'est littéralement ça. J'envoie comme des courriels sur les listes des étudiants qui sont au cycle supérieur, puis je demande à des collègues de d'autres facultés qui sont dans des sciences fondamentales de médecine, par exemple, que je sais qu'ils font des techniques un peu connexes à ce qu'on enseigne, de diffuser cet appel-là. Fait que ce qui fait qu'on va recruter aussi autant en biochimie. C'est sûr qu'on favorise nos étudiants parce qu'on veut leur permettre de vivre cette expérience-là, mais des fois, ça peut être un étudiant qui est en pharmacologie, ça peut être un étudiant qui est en microbiologie, puis qui a fait, par exemple, de l'électrophorèse sur gel d'agarose, qui est une technique de séparation d'ADN. Donc là, eux autres aussi sont éligibles. Fait qu'ils vont soumettre leur candidature, comme on soumet un emploi, puis on passe des entrevues. Il y a comme une petite sélection qui est faite là. On veut juste plus valider, pas tant nécessairement leur connaissance, mais plus leur niveau d'aisance par rapport à communiquer l'information. On en parlait un peu d'entrée de jeu, là, l'importance de la communication scientifique, et aussi de l'enseignement. Fait qu'on veut juste voir un peu le potentiel de chacun des étudiants, des étudiantes qui vont appliquer quand on les connaît pas. Ça arrive des fois qu'on les connaît parce qu'il y en a même qu'on a eu au baccalauréat qui étaient impliqués ou dans le processus et tout. Puis après ça, ils sont passés au cycle supérieur, puis on dit « Hey, moi, j'ai envie de donner une charge, là, d'être ce qu'on appelle un teacher assistant en anglais, donc d'être un auxiliaire d'enseignement. » Fait que nous, dans ce temps-là, ça nous fait plaisir parce qu'on les invite là, à soumettre leur candidature. Puis après ça, c'est de s'assurer aussi qu'ils vont connaître tous les enjeux de l'expérience. Fait qu'on fait, mettons, on les recrute, on dit « OK, cool. » On te recrute pour faire telle expérience. Fait que là, avant même, en coulisses, que vous arrivez en scène, vous, étudiants du baccalauréat, on fait pratiquer les étudiants en maîtrise puis au doctorat. Donc, on leur fait faire l'expérience que vous allez faire pour qu'ils voient toutes les étapes, réellement comment ça fonctionne. Puis, au travers de ce qu'on appelle une mise au point, là, on leur spot, ou on indique certaines des étapes qui sont peut-être un peu plus critiques ou qu'on sait que, généralement, par expérience, vont être plus difficiles ou vont être plus ratées. Donc là, on va dire, attention, ici, il faut vraiment insister sur le fait de conserver le culot plutôt que la phase aqueuse. Ça s'est souvent vu, par exemple, qu'il y avait des erreurs qui étaient commises à ce niveau-là. Fait que juste un petit rappel, quand vous arrivez pas loin de cette étape-là, soulignez-la à vos étudiants, c'est important. Fait qu'on essaie aussi de leur donner tout le timeline de l'expérience, la chronologie. Fait que, vous allez faire, mettons, l'étape 1, 2, 3, puis à partir de la 4, il y a un temps d'attente de 45 minutes. C'est un bon moment pour dire aux étudiants, OK, on va aller luncher, on va aller dîner. Fait que, même dans l'organisation du temps d'expérience, là, on va leur donner une idée de comment séparer le protocole pour être sûr que ça fonctionne bien dans la plage horaire qu'ils ont. Puis surtout, par exemple, un cours qui a juste 4 heures ou 3 heures, faut quand même s'assurer que tous les étudiants arrivent à la fin, ils commencent au début, puis ils terminent bien l'expérience. Puis chaque étudiant n'a pas le même rythme, c'est tout à fait normal. Fait que juste de s'assurer que autant les lièvres là, qui vont super vite, mais que les tortues peuvent les rattraper aussi au final. Là, puis il y a comme des stratégies qu'on leur transfère aussi. Et ça passe beaucoup aussi par la pédagogie qu'on leur enseigne et la capacité d'être à l'écoute des étudiants qui sont là parce que, mine de rien, ce sont des gens qui ne sont pas encore au courant de ce qui se passe, ils ne sont pas très
Ils sont là pour apprendre et il faut des gens pour leur enseigner avec le bon niveau de pédagogie et d'écoute. C'est vraiment très cool. Et je voulais mettre l'accent aussi sur la partie gestion du temps dans les protocoles parce qu'une chose que j'ai trouvée très brillante, c'est que souvent quand tu as des manipulations où le temps d'attente est extrêmement long, il y a souvent le consensus général de, OK, chaque auxiliaire sait que, OK, vous pouvez commencer à faire ça, à déposer, vous pouvez attendre, ça va prendre 1 heure. Donc, le temps de faire ça, je pourrais, vous allez pouvoir justement faire d'autres manipulations en même temps. Et comme ça, arrivé à un moment donné, tout le monde arrive au même moment avec le résultat de la première manipulation et vient de terminer la seconde. Donc, ils pourront continuer les étapes subséquentes très, c'est vraiment très bien organisé, je trouvais aussi. Là, Tout à fait. Mais c'est un peu le défi aussi, tu sais, de quand on les rencontre pour la mise au point, là, de dire, OK, voici la meilleure façon d'optimiser le temps de l'expérience pour tous les étudiants. S'assurer que tout le monde est capable, dans le temps qui est alloué, de faire l'expérience au complet, de la réussir aussi. Fait que c'est sûr qu'on leur donne ces petits cues-là importants aussi, de dire quand il va y avoir telle étape d'incubation, bien, profitez-en pour donner le laïus sur les directives pour le travail. Après ça, profitez-en pour dire on va préparer la résine pour faire telle purification qui suit. Donc, puis ça, c'est des réflexes qu'on finit par développer aussi quand vous allez le voir ou vous le voyez peut-être même dans vos stages. Quand on est en laboratoire de recherche, il y a beaucoup de temps d'attente, c'est normal, mais dans ces périodes-là, rien n'empêche de démarrer autre chose, une autre expérience qui fait que des fois, on va mener de front plusieurs expériences en même temps qui vont juste s'intercaler dans un agenda comme ça, qui fait que ta journée, elle est complètement remplie, là, mais tu n'as pas fait toujours nécessairement juste une expérience à la fois. Tu deviens un peu multitâche, mais il faut que tu aies une tâche à la fois, là, évidemment, là, mais tu es quand même capable de remplir ton horaire de la journée et pas juste d'avoir des temps d'attente. Ce qui est peut-être un peu plus difficile au labo d'enseignement, puis des fois, ça peut paraître par moment un peu plus long parce que on y va une expérience à la fois. Fait qu'on peut difficilement l'intégrer là, dans l'agenda d'autres expériences aussi. Une question de coût aussi là, par rapport à l'utilisation de produits et tout. Là. Oui, je pense aussi que c'est un peu l'objectif, là, c'est lentement, mais la répétition est pédagogique. Tout à fait. Donc, ça permet à tout le monde, quelle que soit sa vitesse d'apprentissage, d'être sur la même longueur d'onde et de comprendre ce qui se passe avant de passer à l'étape suivante. Parce que souvent, quand on priorise la vitesse, c'est que l'assimilation n'a peut-être pas été bien faite à certains moments. Donc, il faut comme prendre son temps pour bien apprendre. Et j'aimerais bien aller dans le côté un peu plus top secret là, du département avec les labos d'enseignement. C'est quoi les nouveaux appareils là, qui vont peut-être faire une apparition prochaine dans les expériences? Ce qui est dans les cartons actuellement, il y a un appareil qui est utilisé généralement dans des plateformes scientifiques, là, parce que c'est des appareils qui sont très, très, très coûteux, qui permettent de trier en fait des cellules ou d'analyser des cellules selon différents marqueurs, ce qu'on appelle la cytométrie de flux, ou en anglais, c'est un FACS, F-A-C-S. On a vu récemment sur le marché des petits appareils à moindre coût qui pourraient être accessibles pour un laboratoire d'enseignement. Donc, au lieu d'être dans les centaines de milliers de dollars, là, on est plus dans les dizaines de milliers de dollars. Donc, on enlève un zéro. Ça fait quand même toute la différence quand on vient pour passer sa faculté pour les budgets. Puis ça pourrait nous permettre de le faire nous-mêmes au labo d'enseignement, donc d'avoir la technologie de cytométrie de flux. Donc, plutôt que de sous-traiter avec une plateforme, bien là, on pourrait nous-mêmes avoir l'instrument sur nos paillasses, puis même donner la chance aux étudiants de le manipuler. Là. Puis c'est toujours un peu ça l'objectif, tu sais, quand on a... parce que c'est le fun de montrer, c'est le fun de voir qu'il y a une technologie en arrière de ça, mais d'être capable de le manipuler, c'est une autre étape aussi. Là. Fait que si on est capable d'avoir des instruments qui sont sur le terrain avec nous, bien, on peut facilement les rendre accessibles pour que les étudiants les manipulent. Là. Fait que ça serait un instrument qui est dans les cartons actuellement. Je ne sais pas si on va être capable de le concrétiser parce qu'actuellement, c'est ça, on a des choix à faire parce qu'il y a on a une augmentation de clientèle qui est une heureuse nouvelle pour nous. Mais là, il y a des instruments de base qu'on va devoir avoir en plus grande quantité pour faire face à l'augmentation. Fait qu'on va probablement peut-être devoir prioriser ça, mais quand même, ça reste quand même du nouveau matériel pour nous. C'est Noël pareil pour nous là, à ce moment-là, mais c'est ça. Mais celui-là, le cytomètre de flux, là, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut acquérir. Puis sinon, un autre
qui est vraiment peut-être à moyen terme, un PCR digital. Donc là, ce qu'on fait, je parlais de QPCR tantôt, là, mais là, c'est le NEC Plus Ultra du QPCR, puis c'est vraiment être capable d'aller chercher des plus grandes résolutions. C'est basé là, sur un système de gouttelettes. Là. C'est assez complexe. Je n'entrerai peut-être pas dans les détails pour ça, mais l'objectif, c'est d'être capable d'avoir des très, très, très petites quantités d'ADN puis de les détecter là, hyper rapidement. Fait que c'est hallucinant. Puis même dans ces systèmes automatisés-là, tu peux avoir un robot qui manipule à l'intérieur. C'est pas un mini-robot, là, c'est principalement juste un bras là, qui se promène, mais qui va charger tes plaques, qui va distribuer, pipetter pour toi. C'est vraiment tout un système. Là. Puis je sais qu'au niveau de la recherche, il y a plusieurs chercheurs qui seraient intéressés d'en avoir un ici au département. Fait que si on est capable d'avoir au labo d'enseignement. Puis ça, c'est un truc que on n'a pas parlé, mais qui est intéressant aussi, qu'on essaie le plus possible, c'est que tout ce qui vient pour l'enseignement peut aussi être partagé par la recherche. Fait que, tu sais, nos instruments comme le QPCR, les ACTA, les instruments plus spécialisés, tu sais, on les utilise, on les priorise pour nos étudiants qui passent dans nos labos, mais il y a des moments où il n'y a pas d'étudiants. Ces instruments-là doivent fonctionner aussi quand même. Puis c'est plus avantageux, même chose avec un auto. Si tu laisses l'auto dans un garage, à un moment donné, tu vas avoir des soucis, tu vas avoir des réparations à faire. La même chose, ces instruments-là, c'est de la mécanique, il faut que ça fonctionne, surtout les ACTA. Fait qu'on offre la possibilité aux étudiants des cycles supérieurs qui ont besoin d'utiliser ça dans le cadre de leur projet de venir prendre nos instruments. Fait qu'on a un système de réservation, puis on leur donne la chance là, de venir les utiliser. Fait que ça crée des partenariats, ce qui fait que la recherche aussi peut bénéficier de nos instruments sans même avoir eu à dépenser là, le budget pour ça. Puis nous aussi, à l'inverse, des fois, si on a des instruments plus spécialisés, bien, on peut y accéder avec nos étudiants grâce à la recherche. Là. Ce serait une très belle excuse pour se procurer le cytomètre de flux. Là, tellement. Ça va être un des premiers arguments, crois-moi. C'est super, ça. Là, on va rentrer dans un côté aussi très personnel. Si ça ne vous dérange pas, là, on va continuer comme ça. Allons-y, je suis prêt. Oui, donc là, j'aimerais savoir à quoi ça ressemble une journée dans la vie de Philippe Lampron. Donc, en tant que responsable des laboratoires d'enseignement, qu'est-ce qui se passe dans ta journée? Quelles sont les tâches que tu dois accomplir? Mettons pour un heureux inconnu qui regarde cet épisode et se dit un jour qu'il va devenir responsable des laboratoires d'enseignement. C'est quoi un laboratoire d'enseignement? C'est quoi un responsable? C'est le day-to-day au labo d'enseignement, c'est... en fait, moi, ce que j'aime, c'est que c'est jamais exactement la même chose. Fait que, tu sais, j'ai comme une idée de la structure de ma journée, de comment les choses vont fonctionner, parce qu'il y a un horaire, il y a un agenda. Fait qu'il y a des cours... lundi, mardi, c'est principalement les cours de première année. Mercredi, c'est deuxième. Puis fin de la semaine, c'est troisième. Fait que ça, déjà là, c'est canné. C'est sûr que ça va être toujours constant. Mais au travers de tout ça, je suis là pour... tu sais, mon dicton, dans ma tête, c'est je vais le dire en anglais, là, mais c'est « make things happen ». Okay? C'est faire en sorte que les choses arrivent. Donc, de m'assurer que l'enseignement pratique soit donné, peu importe la situation. Fait que c'est de gérer en coulisses tout ce qui est imprévu, puis de rattraper certaines balles au bon quand il y a des enjeux, des fois des absences d'auxiliaires d'enseignement. Après ça, un enjeu avec un instrument qui a brisé la veille d'une grande expérience. C'est quoi le plan B? C'est quoi le plan C? Fait que ça, je dirais, le début de mes journées, c'est comme ça. C'est de m'assurer que la journée démarre bien. Les étudiants arrivent, vont installer leurs trucs, déposer leurs effets, s'installent dans les labos. Je m'assure que les auxiliaires sont là, que l'énergie est là aussi. J'essaie de faire un peu de... Des fois, je les taquine, je dis comme le cheerleader du département, parce que je m'en vais comme booster le moral, dire « let's go, on part ça ». Puis une fois que les étudiants puis que les auxiliaires ont démarré les expériences, là, je vois que la vitesse de croisière s'installe. Là, je me retourne à mon bureau. Puis là, je vais faire plus de gestion. Ça va être, évidemment, il y a quand même une tâche un peu courriel, évidemment, d'échange. Mais je vais beaucoup discuter avec des collègues aussi sur, OK, comment s'est passée telle expérience, par exemple? Y a-t-il des améliorations qu'on peut faire? Y a-t-il un enjeu de... Tu sais, comme là, récemment, problème de lave-vaisselle, là, c'est des lave-vaisselle, on en a 2 au labo d'enseignement qui sont essentiels là, pour s'assurer qu'on maintient le rythme. Il y en a un qui a rendu l'âme. Là, mais après 40 ans, on l'a salué, on l'a remercié pour ses loyaux services. Donc là, c'était comme, OK, on fait une démarche pour en acheter un nouveau. Là, après ça, tu sais, fait écrire aux représentants, discuter, rencontre Teams. Après, qu'est-ce que je fais aussi concrètement? Ça va être de m'assurer que la suite des choses. Tu sais, comme on avance en session, là... tu sais, moi, déjà là on commence à peine décembre, puis je suis déjà en mai dans ma planification des cours pour les cours d'été.
Fait qu'approcher les professeurs pour leur dire que leur cours d'été va se donner telle période, est-ce que ça a un conflit avec leur agenda? Fait que tout ce qui est logistique là, d'organisation des cours, c'est dans ma cour. Fait que je vais vraiment tout le temps essayer de me tenir le plus à jour possible. Fait que je suis toujours un peu en avance là-dessus. Puis après ça, c'est toute la gestion du quotidien. Tu sais, j'organise beaucoup d'événements au département aussi. Fait que c'est ce volet-là qui me tient quand même occupé, que ce soit des rencontres scientifiques, des journées scientifiques aussi, on en a quelques-unes. Collaborer aussi avec d'autres collègues comme Audrey aussi pour tout ce qui est l'aide pour les stages. Fait que tu sais, c'est d'essayer toujours de trouver un peu de la nouveauté, du développement, puis de répondre aux questions de toute l'équipe aussi, là, tu sais, s'il y a des enjeux et à disponible pour les étudiants, ça, c'est ma priorité. Fait que ma porte est toujours ouverte quand il y a des cours, ça, c'est sûr et certain. S'il y a un enjeu dans le labo, s'il y a un problème, j'essaie d'ailleurs d'aller faire mon tour le plus souvent possible quand c'est disponible aussi, là. Puis s'il y a de quoi, je veux que les étudiants viennent me voir, puis autant les auxiliaires aussi pour être capable de réagir rapidement, puis de s'assurer d'un bon service aussi. Là. Je vois ça un peu comme un service client, là, en quelque sorte. S'assurer que les choses arrivent, puis dans une atmosphère qui est positive, puis que tout le monde va apprendre, autant les étudiants, les auxiliaires, les membres de l'équipe aussi. Fait que c'est je dirais que c'est mon gros chapeau, là. Puis ça justifie peut-être le fait aussi que j'ai décidé de prendre des cours en gestion de la qualité de vie au travail, parce que ça vient directement un peu avec ça. Tu sais, moi, j'ai une formation plus de base en sciences, une formation pédagogique aussi. Là. J'ai fait un micro-programme en enseignement supérieur. Mais, tu sais, toutes les habiletés de gestion, là, on parlait de compétences transversales, bien, tu sais, c'est des choses que j'ai encore à apprendre aussi, là. Fait que je vais chercher des outils pour continuer dans ces pratiques-là, pour s'assurer que toute l'équipe est dans son élément, l'environnement de travail est productif aussi, est efficace. Tout le monde a les outils pour fonctionner. Puis après ça roule de soi, là. Fait que, tu sais, quand mes journées sont plus tranquilles, là, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail en amont. Fait que, tu sais, tout se passe avant, puis pendant, si tout roule, puis que j'ai le temps de prendre un café le matin, ça veut dire que je fais « Ah, OK, je fais une pas pire job, finalement. » Oui, tout à fait. Et je vois aussi que la journée, c'est vraiment orienté sur, tu sais, être proactif, penser à après. Surtout quand il y a un laboratoire, tout se passe bien. On ne va pas juste rester là et se reposer sur ses lauriers. Je vois que tu vas quand même parler à d'autres professeurs, des enseignants pour voir, OK, comment est-ce que ça s'est passé, ce labo-là? Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? C'est beaucoup de voir dans le futur aussi. Tout à fait. C'est ça, j'imagine, encore dans la même idéologie, make things happen. Donc, tu veux vraiment pousser les choses de l'avant, c'est très... Exact, faire en sorte que ça marche, puis d'être capable aussi de consulter tous les intervenants qui sont là, tu sais, puis je me considère comme vraiment privilégié, vraiment chanceux, parce que, bon, ça fait quand même plusieurs années que je fais ça, puis j'ai eu la chance peut-être d'établir ma crédibilité comme responsable, mais j'ai aussi le retour des professeurs qui sont responsables des cours, qui me font vraiment confiance, puis qui me donnent carte blanche. Ce qui fait que, tu sais, moi, je peux être confortable dans mon rôle, dans ma position. Je peux aussi prendre des décisions, ce qui est quand même intéressant, là. Je ne suis pas non plus toujours à la merci de demander des retours, mais ils peuvent me faire confiance aussi s'il y a une situation qui est problématique ou un enjeu, que je peux revenir vers eux aussi pour les consulter. Fait qu'il y a comme cet échange-là qui est le fun aussi. Fait qu'autant avec les étudiants qu'avec les professeurs aussi, tu sais, j'ai ces deux volets-là de mon travail qui est très motivant, très stimulant, là. Puis ça aide là, d'avoir eu... à avoir des bonnes interactions avec les gens. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu un conseil qu'on peut donner, là. Autant aux études, quand tu commences au baccalauréat, tu sais, les implications que vous interagissez beaucoup avec vos collègues et tout, là, mais tu sais, vous savez jamais à quel moment dans votre vie ou dans votre carrière vous allez recroiser ces personnes-là, puis vous allez pouvoir interagir, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que d'emblée, de maintenir des bonnes relations, le plus positif possible, c'est la clé, là. C'est vraiment la clé pour... parce qu'on est tous là pour s'entraider puis collaborer. Puis je pense que si tu as maintenu ces bons liens-là puis que tu n'as pas nécessairement juste nourri des conflits, au final, tu vas en ressortir grandi, là, c'est sûr. Puis tu vas pouvoir continuer d'évoluer dans ton rôle aussi, là. Tout à fait, tout à fait. Et il y a eu beaucoup de discussions aussi avec les compétences transversales. Et je pense que c'est très important à une ère où, juste étudier, être bon à l'école, c'est comme... Ça suffit pas maintenant, là. Il en faut plus. Il faut qu'on apprenne
comme gérer beaucoup de choses, gérer une équipe, là, comme tu en avais parlé tantôt, l'étude, le programme que tu fais en ce moment, donc sur la qualité de travail, c'est très pertinent. Et j'imagine que tu as aussi d'autres compétences à côté, genre c'est plusieurs cordes à ton arc, comme on dit. Là, est-ce que on peut en avoir des petits chapeaux cachés. Des chapeaux cachés. Ah, j'en ai quelques-uns. J'ai peut-être un peu ça aussi. Je dirais que, tu sais, de par la personnalité que j'ai, je suis quelqu'un d'assez énergique. Là. J'aime quand même, et actif aussi. Là. J'aime bouger. Là. Moi, je suis quelqu'un qu'il faut... c'est une façon de gérer mon stress aussi, là, d'être dans l'action puis de bouger. J'aime beaucoup, tu sais, je fais des entraînements par intervalle. J'en ai fait longtemps. J'ai fait des entraînements de course aussi. Je me suis entraîné pour un marathon que j'ai malheureusement pas réussi à faire parce que je me suis blessé comme quelques jours avant le marathon. Mais j'avais fait peut-être un peu de surentraînement à la base. J'avais fait plusieurs demi-marathons avant le marathon. Fait que c'était peut-être pas la meilleure approche à ce moment-là. Mais ce qui m'est resté de ça, c'est que j'ai donné des entraînements par intervalle dans le club de course que je faisais partie. Donc ça m'a comme permis de faire du coaching en quelque sorte, même en n'ayant pas nécessairement de formation, mais avec l'expérience que j'ai eue. Puis on m'a embauché dans un gym de CrossFit, en fait, là, comme des cours complémentaires aux cours de CrossFit réguliers. Fait que je donne des cours de Tabata. En fait, c'est un protocole d'entraînement par intervalle. Puis ça me stimule. En fait, je donne ça 2 fois par semaine. Puis de soir, là, c'est vraiment un sideline. Là, c'est pas ce qui prend tout mon temps. Mais tu sais, déjà, d'emblée, l'enseignement avec les étudiants, puis déjà d'être dans une salle de classe, dans un laboratoire d'enseignement ou dans un gym, je veux dire, j'ai développé des compétences dans le gym, dans la gestion du temps, justement. J'ai un cours d'1 heure, je m'assurer que tout le monde exécute bien les exercices, qu'ils ont le temps de le faire. Fait que tout ce que j'ai pu développer dans ces entraînements-là, je peux les mettre à profit aussi dans le contexte du labo d'enseignement. Puis de dire, tu sais, je dirais la gestion du stress aussi, là, ça a été comme vraiment clé dans le fait de bouger, d'être dans l'action, de faire ces entraînements-là, parce que je les fais aussi avec eux autres pendant qu'ils le font. Là, tu sais, je suis mon propre programme que je crée. Fait que ça m'aide aussi à gérer mon stress. Fait que j'arrive, mettons, en labo, je fais face à des imprévus, comme il y en a aussi dans les gestions du coaching. Fait que tout ça, ça se transfère aussi. Fait que ça m'aide beaucoup, là. Très, 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 très cool. Oui, avec surtout la gestion des prévus ou même aussi simplement la gestion du stress ou quand tu es surmené par une certaine activité ou en changer d'activité, ça permet aussi de comme se libérer. Là, on a fait un épisode avec Sonia Lupien qui est maintenant, que vous devriez regarder. Je fais juste un petit... J'ai vu d'ailleurs, il était excellent, là, vraiment excellent épisode. Là. Ouais. Oui, et c'est ça. Donc au final, c'est beaucoup de... Même partout, là où on aille, ça servit ces compétences-là. Et aujourd'hui, on ne regrette pas d'avoir fait ces activités-là, j'imagine. Oui, tout à fait, exact. Oui, puis dans le fond, quand j'ai commencé en enseignement aussi, il y avait des notions que je n'étais pas nécessairement toujours au courant, mais j'ai essayé le plus possible là, d'avoir comme l'expertise là, pour l'enseignement. Mais c'est arrivé à quelques reprises. Des fois, j'ai dû comme... pallier des situations où j'avais pas totalement les connaissances parce que je remplaçais plus à pied levé quelqu'un qui avait besoin d'aide, tout ça. Puis j'étais comme... C'est juste le fait d'avoir l'expérience de meubler des temps morts aussi ou de... soit avec l'entraînement, mais j'ai aussi fait... Moi, c'est un truc que j'ai pas dit, mais j'ai déjà fait de la danse internationale, en fait. J'en ai fait pendant plusieurs années. Je pense 10-15 ans dans ce coin-là. Une quinzaine d'années facile. Puis, c'est ça, gestion du stress aussi, là, parce qu'il y avait de la compétition et tout. Mais c'est niaiseux, là, tu sais, dans le fond, quand j'arrivais, puis je savais pas trop quoi faire avec les étudiants, puis je faisais comme un petit move de danse, mais tu sais, ça faisait comme un petit genre entertainment. Puis j'avais comme un peu l'impression que, tu sais, je faisais pas perdre l'étudiant, le temps de l'étudiant non plus, mais que d'un autre côté, il était capable de, tu sais, d'attendre, puis, tu sais, de montrer qu'il y a quelque chose de positif au travers de tout ça, là, même si c'est pas tout de suite la réponse qui était là. Puis là, ça me donnait le temps aussi de réfléchir un peu rapidement pour penser à un plan B, là, qu'est-ce que je vais dire là, pour que ce soit correct au niveau de sa réponse. Je pense que ça permet aussi de déstresser l'étudiant puis de réaliser, oui, c'est un laboratoire d'enseignement, mais au final... C'est juste un labo. C'est ça. Puis l'objectif, tu sais, je pense qu'on apprend beaucoup plus quand on est moins stressé. Mm-hmm. Si on est trop stressé, je pense que j'ai vu quelques bouts du balado avec Sonia Lupien qui disait que, tu sais, la courbe de stress, si on va trop loin dans le niveau de stress, là, c'est plus productif, on perd nos capacités, on perd notre capacité de réussir. C'est un peu la même chose, tu sais, si on s'assure que dans le labo d'enseignement, tous les étudiants sont dans une courbe de stress qui est
ascendante, puis qui est comme positive, bien, tout ça, c'est sûr que ça va mener à une réussite puis à un apprentissage, là, c'est ça le but, tu sais. Fait que moi, c'est un peu ma philosophie. Fait que c'est sûr que des fois, j'ai l'air... certains peut-être pourront dire que je suis moins sérieux parce que je vois plus tendance à faire des petits mots puis des petites danses puis à déconner un peu, mais moi, je me dis ça crée une ambiance positive, ça allège un peu le contexte aussi, puis au final, je pense pas que les étudiants apprennent moins parce que j'ai fait 2-3 moves de bachata. C'est ça, on n'a pas besoin de faire une expérience de CRISPR-Cas9 en fronçant les sourcils tout le temps. Là, c'est pas obligé d'être crispé pour faire du CRISPR. C'est ça. Oh. J'adore. Oui, c'est ça. Au final, ça améliore l'expérience de l'étudiant. Là. Au final, c'est comme, même si on s'entend là, c'est pas l'objectif que l'étudiant oublie, mais si l'étudiant oublie tout de ce qui s'est passé dans ce cours-là, ce dont il va sûrement se souvenir, c'est du fait qu'il a eu du plaisir en apprenant. Totalement. Et c'est quelque chose qui est très valorisé, qui devrait être valorisé d'ailleurs dans tous les cours, tous les programmes, qu'on soit en biochimie, en microbiologie ou même dans n'importe quel autre programme. Très, très important de comme, profiter de ce qu'on fait, du temps présent, d'en profiter avec plaisir. Là, oui, puis ça me fait penser, tu dis ça, de qu'est-ce qui va nous rester, qu'est-ce qu'on va se souvenir par après, là, plus tard. Puis il y avait une expression ou un genre de proverbe, je ne me rappelle pas exactement c'était qui l'auteur, là, mais qui disait que, dans le fond, tu ne te rappelleras pas nécessairement de ce que les gens vont te dire ou de ce que les gens vont te faire ou quoi que ce soit, mais tu vas vraiment te rappeler de comment les gens t'ont fait sentir, au niveau du ressenti, au niveau de l'émotion. Puis ça, j'y crois vraiment. Si tu as vécu une expérience positive, tu es en apprentissage, technique, stressante aussi. Des fois, c'est des trucs plus sophistiqués. On ne comprend pas tout ce qu'on fait, mais tu l'as fait d'une manière comme où ce que tu t'es senti bien, confortable. C'est sûr que ça va te rester. C'est sûr que tu vas en garder pas mal plus que si tu avais été juste sous pression ou que tu t'étais juste fait nommer des choses sans nécessairement l'avoir vécu, l'avoir ressenti. Ça, j'y crois beaucoup, là. Très cool, très cool. Puis je pense que c'est un bon moment pour parler de qu'est-ce qu'on se rappelle. Genre les questions tout de suite ou pas? On peut y aller. Là, oui. OK, c'est la partie. Que vous rappelez-vous? Tout à fait. On a une section, on t'en a pas encore parlé. Oh yeah, j'aime ça. Oui. Section inédite. Exact, ouais. Des questions en rafale. Oh yeah. Mais là, c'est moins très, très plus relié à la biochimie, des notions très théoriques. On veut voir jusqu'à quel point tu te souviens de ce que tu as appris. Yes, ça c'est un défi. Donc là, il y a... Je suis comme un génie en herbe. Exactement. Ouais, c'est ça. Yes. Il y a 7 questions et on donne 50 secondes. 50 secondes, c'est Oui. quand même... C'est beaucoup, hein? Ben, On verra si c'est rapide ou pas. OK, j'embarque. Je suis prêt dans le jeu. Parfait. Est-ce qu'on a le chronomètre en arrière? Super. Donc, dans 3, 2, 1... Top, c'est parti. Quel est ton acide aminé préféré? La proline, c'est un bon coude. Définis le sigle MAP kinase. Que je pourrais pas te répondre là-dessus vite dans ma vie. Quelles sont les cellules directement impliquées dans la dégradation de la moelle osseuse? C'est-tu les lymphocytes T, ça? Quel acide aminé aromatique fait souvent l'objet de phosphorylation dans une protéine? Tabarouette, c'est-tu des questions de votre examen de la semaine passée en BCM 3512, ça? Non. Comment appelle-t-on une série de 3 lettres dans la séquence d'ARN messager? Ouais, c'est un codon. Là. À quel animal faisons-nous allusion dans le terme modèle murin? Ah, c'est des souris, ça. Quel nom donne-t-on aux réactions enzymatiques? Et c'est fini. Tabarouette, Ah, c'était rapide. Oh Okay. shit! Mais il restait la dernière question, c'est quel nom donne-t-on aux réactions enzymatiques à 2 substrats et 2 produits? Je pourrais pas dire. C'est Bibi. Ah oui, ok, oui, Bibi, ok, bon, je comprends. Ouais. Ping-pong. Ping-pong. Hey, là, si vous me ramenez dans des notions, je les adore. Ouais, c'était l'objectif. La Excellent. première question, proline, très cool. MAP kinase, Mitogen Activated Protein Kinase.
C'est vraiment très simple. Je l'ai sûrement déjà su. C'est vraiment très simple. J'aurais pas pu répondre. Je dis ça. Enfin, c'est moi qui ai mis la question. Mais tu sais, on entend souvent, mettons, c'est tellement le festival de l'acronyme, là, tu sais, MAP, ERC et compagnie, là, toutes les... Ouais, c'est ça, PARP, tu sais, il y a plein les molécules ont toutes leur abréviation. Là, oui, il y en a vraiment beaucoup. Là, c'était juste... non, j'aimais ça, c'était cool, c'était challengeant. Oui. Écoute, j'ai aussi mal performé que le quiz qu'il y a eu au cocktail de la faculté de médecine récemment, qui parlait de l'histoire de la faculté, puis j'étais comme... OK, je connais rien. Oui, j'étais là-bas, c'était vraiment... Oui, c'est vrai, t'étais là aussi. Oui, hein? Non, c'était horrible. Ouais. Oh, la question après, quel acide aminé aromatique fait souvent l'objet de phosphorylation dans une protéine? Il y en avait deux habituellement. C'est tryptophane? Non, la tyrosine. Tyrosine, OK, ouais. Il y en avait deux acides aminés en général. C'était, excuse-moi, tu me rappelles? Tyrosine, phénylalanine, peut-être? Non, tyrosine et... je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais phosphorylé? Ouais. Sérine? Oh, oui. Bref, au final, c'est la tyrosine. C'est un acide aminé aromatique, donc il y en a plusieurs. Et moi, je me rappelle... Quand je m'étais donné un truc mnémotechnique là, pour retenir les acides aminés, je pense que c'était aromatique, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais c'était tire trop le feu. Fait que tire pour tyrosine, trop TRP, tryptophane, feu, phénylalanine. Fait que je pense que c'était les acides aminés aromatiques. Ouais. Et les trois acides aminés qui se font phosphoryler, c'est la tyrosine, la sérine et la tréonine. Effectivement, et oui, il y en avait plusieurs. On va s'en rappeler. Ben écoute, c'est ça. Écoute, je me suis tellement bien senti que c'est sûr que je vais m'en rappeler. C'est parfait. Oh, j'ai parlé des cellules impliquées dans la dégradation de la moelle osseuse. Les ostéoclastes. Ostéoclastes, ouais, effectivement. Okay, bon. C'était pas mal ça. Intéressant. Très cool. Nous tirons vers la fin de notre épisode, malheureusement, mais... Déjà. Malheureusement, j'étais vraiment engagé dans la discussion en plus. Là. Oui, mais c'était très intéressant. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, que Philippe, tu veux donner à notre cher public avant de terminer tout ça? Ben écoute, mot de la fin, conseil peut-être. Tu sais, j'en ai donné un petit peu au travers des discussions qu'on a eues, mais tu sais, je pense que ce qui ressort le plus, mettons, pour l'intérêt de tout un chacun, si on veut, l'importance de bien vivre ses études au premier cycle puis au cycle supérieur, si jamais vous allez vers ça, c'est justement de croire en ses capacités, de développer toutes les capacités possibles, et pas juste nécessairement les connaissances scientifiques, mais on en a parlé un peu, compétences transversales, de penser un peu aussi en dehors de la science, du noyau scientifique, puis de garder toute cette sphère-là aussi active pour continuer de développer ces habiletés-là. Puis vous en êtes les premiers ambassadeurs avec l'expérience de la rédactance, de la vulgarisation, de l'édition, du journalisme aussi scientifique. Ça, c'est des outils clés que vous êtes en train de développer. Donc, je pense que c'est un peu le conseil que je peux donner, c'est d'essayer de toujours trouver une saveur différente selon vos forces, selon vos intérêts, pour après ça, trouver peut-être un chemin de carrière qui va coller à ce qui vous anime, puis ce qui vous plaît. Parce que, c'est sûr qu'on propose souvent des formations, comme plus générales au baccalauréat, puis après ça, on s'en va plus spécialisé au niveau du domaine de la science. Mais somme toute, après ça, on se dit, mais juste, ça va me mener où tout ça, là, ces connaissances-là? Puis concrètement, qu'est-ce que je vais faire là, pour gagner ma vie ou comme emploi ou comme carrière? T'sais? Puis de faire confiance justement à toute cette périphérie-là, toutes ces compétences-là que vous êtes en train d'acquérir, qui vont vous ouvrir des portes. Là, puis juste de saisir les opportunités. Là. Honnêtement, je pense que c'est la clé aussi, de dire, OK, même si tu as certaines résistances ou certaines appréhensions, de se lancer peut faire vraiment la différence parce que tu vas croiser des gens au travers de ce chemin-là que tu aurais pensé qui n'étaient pas nécessairement pour toi ou qui vont t'apporter des éléments tellement comme cruciaux que ça va t'ouvrir la porte de ton nouvel emploi, là, littéralement. Là. Puis ne négligez pas votre réseau de contacts, tous les gens que vous avez. Puis commencez dès maintenant, autant vos collègues que même les professeurs ou les gens avec qui vous avez interagi, là, conservez-les, c'est précieux. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation puis pour cette excellente discussion. J'aurais continué encore 2 heures. Même chose. On a pu continuer pendant des jours cette histoire. Des jours. Et tout ça pour dire au final, si la biochimie vous intéresse, si vous voulez devenir scientifique, si vous voulez en apprendre un peu plus,
venez au laboratoire d'enseignement de biochimie. Tout est très intéressant là-bas. On a ici la preuve. Bon, mais c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tout le monde, à vous tous qui avez regardé cet épisode de la Rédactase. Nous vous verrons à la prochaine fois. Ciao.